Bien, je propose qu'on démarre, comme ça on ne prend pas de retard. Rebonjour à toutes et tous. Merci à nos 4 intervenants d'être avec nous cet après-midi pour échanger sur le sujet de la traçabilité et des certifications. Alors, on a déjà commencé un peu à l'aborder ce matin, notamment dans le premier temps qui était dédié sur les enjeux législatifs. Mais on va rentrer un peu plus dans le détail cet après-midi, notamment comment une entreprise déploie les sujets de traçabilité et de certification, quels sont les intérêts d'une entreprise à aller sur la certification, mais aussi d'un point de vue consommateur, comment on s'en sort aujourd'hui quand on est consommateur pour savoir quels produits consommer. Alors on a vu ce matin l'affichage environnemental, mais il y a aussi d'autres aspects qu'on va pouvoir évoquer ensemble cet après-midi. Eh bien, allons-y. Merci donc à tous les 4. Peut-être on va d'abord commencer par un petit tour de table, histoire que chacun et chacune puisse se présenter. Donc, je vous laisse vous présenter, dire de quelle structure vous êtes. Même si certains, je pense qu'il n'y a pas besoin de les présenter, mais au moins ça permet de situer. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Pénélope Peters. Je suis responsable des achats et des certifications au Tissage de Charlieu. Voilà. Donc moi, je suis Elisabeth Sénécaille, je suis directrice RSE dans le groupe IKKS. Le groupe IKKS est une société qui est située en fait près de Cholet, qui date de 1987, donc il y a presque 40 ans. On a comme particularité de faire de l'enfant, de la femme et de l'homme. Et en fait, on a aussi dans le groupe 2 autres marques plus petites qui s'appellent eCode et OneStep. Donc, on a pas mal de magasins, du coup, et pas mal de collaborateurs. Et on est implanté, principalement, nos magasins sont implantés en Europe, donc Europe du Sud avec l'Espagne, le Portugal, Belgique, Luxembourg. Et puis aussi, on a des corners dans les grands magasins. Typiquement, les plus exotiques qu'on ait, c'est par exemple les Émirats. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc Axel Faldini, moi je travaille chez Fairly Made, une société qui fournit des services de traçabilité, de mesure d'impact environnemental, et tout ce qui en découle, coût environnemental, calcul PEF, etc. Moi je travaille donc en tant qu'analyste avec une dizaine de clients de marques françaises qui vont de la grande distribution avec Leclerc jusqu'à Balmain dans le luxe. Donc vraiment on est principalement sur du textile, mais également sur tout ce qui va être cuir, chaussures, et voilà. Bonjour à tous, du coup moi c'est Alban Gillet. Donc moi je suis référent technique pour les certifications textiles chez EcoCert Green Life. On est donc un organisme de certification, on reviendra sûrement dessus pour expliquer ce que c'est. Et donc je travaille sur les certifications textiles qu'on délivre avec les différentes équipes, terrain ou bureau. On en discutera sûrement aussi. Exactement, on va en discuter même tout de suite. Et donc effectivement, ma première question, c'était pour toi, Alban. Peut-être si tu peux nous repréciser, qu'on se voit bien au clair de c'est quoi une certification et finalement comment elles sont attribuées. Donc une certification, c'est une vérification qui est faite donc, par un organisme tierce partie et qui a pour but de délivrer soit donc un certificat et pouvoir prétendre à l'utilisation d'un label dans les certifications les plus connues qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc l'idée de ce système-là, c'est donc vraiment d'avoir une vérification faite par un organisme externe, donc comme EcoCert Green Life, et de venir par des audits terrain et des vérifications documentaires garantir le respect d'un certain nombre de critères définis par un référentiel qui vient donc garantir des critères particuliers et qui vont de la traçabilité pour la plupart des cas à des critères très très larges et sur de nombreux sujets en fonction du référentiel choisi.
Alors donc effectivement, vous, EcoCert, vous délivrez des certifications. Vous avez aussi une certification propre. Peut-être sur le sujet textile, quelles sont les certifications qui existent? Et ma deuxième question, c'est lesquelles sont les plus utilisées par les entreprises? Pour le milieu du textile, il y a tout un panel de certifications qui existe. Tout dépend en fait de quelle revendication l'entreprise qui veut se faire certifier quel sujet elle souhaite revendiquer. Si on parle de sujets assez transversaux comme la qualité ou des approches environnementales, on a des normes assez connues comme les normes ISO 14001, 16001 qui s'appliquent du coup pas qu'aussi au domaine du textile. Après, si on rentre plus dans le domaine textile, on va avoir des normes ou des référentiels de traçabilité et notamment qui vont venir soit travailler sur la nature de la fibre, donc les certifications biologiques ou des fibres recyclées, ce qui était le sujet de la conférence précédente, ou alors on va avoir, donc ça c'est plutôt des certifications du type GOTS, GRS, OCS, et le dernier penchant c'est plutôt l'approche sur les produits chimiques utilisés dans l'industrie textile. Et c'est là où on va retrouver des certifications telles que Cotex qui viennent adresser ces sujets-là. Et alors, dans l'industrie textile, lesquels sont souvent les plus plébiscités en termes de certifs? Nous, ce qu'on retrouve le plus, et c'est ces certifications-là avec lesquelles on a choisi aussi chez EcoCert de travailler, c'est les certifications produits qui viennent sur les revendications de la matière et qui viennent garantir donc l'origine de la matière, comme on disait, soit biologique, soit recyclé, soit le bien-être animal. Ce sont les trois sujets sur lesquels on travaille et qui viennent le garantir jusqu'au consommateur, cette nature-là des fibres dans les produits. Pour nous, à notre sens, c'est ce qui aujourd'hui est le plus parlant et qui se retrouve le plus. Merci. Alors, Tissage de Cherlieu et IKKS, vous avez des certifications. Alors, ma première question, ça va être pourquoi déjà faire un exercice de certification? Et ma deuxième question, ce sera quelle certification vous avez décidé d'aller chercher? Pour moi, en fait, pour IKKS, les deux raisons principales en fait, qui nous ont amenés à choisir la certification, en fait, il y a l'amont. Je trouvais que grâce à la certification, en fait, ça donnait plus d'informations en fait, sur les fournisseurs. En fait, ça permettait de faire de la traçabilité parce qu'en fait, chaque étape, on a un certificat qui certifie que la matière, que le fil, que sont certifiés. Donc, ça permet de bien connaître sa chaîne, ce qui est quand même assez important. Et puis après, il y avait aussi la partie pour le consommateur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup qui revendiquent des matières recyclées, des cotons durables. Enfin, ça, c'est des claims qu'on voit beaucoup. Et en fait, je me dis que pour le consommateur, c'est pas forcément évident de savoir en fait le quoi du comment en fait de tout ça. Et je trouve que pour moi, le fait d'avoir un label, ça permet en fait d'être une preuve de l'engagement et puis aussi une preuve de sécurité en fait par rapport à l'achat, en disant bon ok, cette matière elle est recyclée, mais elle a par exemple GRS que nous on a décidé de choisir, et donc ça permet d'être une preuve et une sécurité pour le consommateur. Donc c'était les deux axes qui m'intéressaient. Donc du coup effectivement pour le consommateur d'avoir un référentiel certifié et pour vous de mieux maîtriser, mieux connaître votre chaîne de valeur. C'est vrai que sur l'industrie textile, finalement, on arrive difficilement à remonter au-delà du deuxième fournisseur. Vous avez eu recours à un cabinet externe qui vous a permis de tracer. Est-ce que ça vous a justement permis de remonter plus en amont et d'identifier des fournisseurs que vous ne connaissiez pas? Oui, alors tout à fait, parce qu'effectivement, je vous disais un peu au démarrage en fait l'ampleur d'IKKS. Donc il faut savoir qu'on a plus de 350 voire 500 fournisseurs de rang 1. Donc le rang 1, on appelle ça le confectionneur. Et donc chaque confectionneur a au moins une dizaine en fait de fournisseurs de matière. Ces fournisseurs de matière ont eux aussi une dizaine en fait de fournisseurs de fils. Donc en fait, ça devient très très compliqué en fait de connaître toute sa chaîne. Sauf que la nouvelle législation déjà avec la loi AGEC, mais aussi en fait le devoir de vigilance. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous obligent à connaître notre chaîne de valeur. Et c'est vrai que quand on fait de la RSE, c'est quand même de plus en plus intéressant de connaître sa chaîne de valeur
pour pouvoir l'embarquer justement. Et c'est vrai que ça, au niveau de l'audit, c'est super intéressant, enfin au niveau des labels, puisque du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, on a le nom du tisseur, le nom du filateur, etc. Et c'est vrai que c'est important de s'outiller, hein, donc il y a des outils comme Fairlymed, dont on a fait un choix qui est assez similaire, hein, qui s'appelle Trace4Good, et qui a un système un peu de blockchain, parce qu'en fait, comme je vous disais, l'information, elle est démultipliée, donc il faut aller la chercher de plus en plus loin, de plus en plus de personnes, et donc c'est hyper important d'avoir un outil. Donc nous, on a appris l'outil Trace4Good, hein, comme ça pourrait être Fairlymed d'ailleurs. Donc c'est un outil qui nous accompagne en fait dans cette démarche de remonter en fait jusqu'au bout. Et donc oui, on a eu, grâce effectivement aussi avec les programmes de labellisation, on est assez content. Par exemple en Inde, on a tout un programme de coton en conversion. Donc là, c'est un programme qui est fait en partie avec GOTS, qui est en fait d'encourager les cotonculteurs à faire plus de coton biologique. Et donc pendant une période, en fait, c'est du coton en conversion, donc un peu comme dans l'alimentaire, on appelle ça l'alimentaire raisonné, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les pratiques du bio, mais en fait, ils ne peuvent pas encore avoir le label bio parce que ça prend 3 ans. Nous, on a décidé d'accompagner ces gens-là. Et donc, grâce à effectivement la traçabilité et les labels, ça nous a permis de remonter jusqu'au cotonculteur, ce qui est juste incroyable, quoi, en fait. Après, c'est aussi, ça permet aussi de tester ses fournisseurs, parce qu'en fait, quand on leur pose des questions, on voit en fait s'ils ont envie de répondre ou pas. Donc, voilà. Et alors quand ils répondent pas, c'est que c'est un des gros challenges justement des sociétés avec lesquelles on travaille, comme Trace4Good ou Fairlymed, de récupérer cette information. Et on s'aperçoit qu'il y a des endroits où c'est quand même ça devient des fois un petit peu opaque en fait, où on nous met plusieurs fois la même information. Voilà. Donc là, on se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, bien évidemment, il faut creuser, quoi. On va y revenir sur le sujet des fournisseurs et de la traçabilité. Peut-être pour les tissages de Charlieu, même question, qu'est-ce qui vous a amené justement à vous engager dans la certification, et peut-être quelles sont les certifications que vous avez aujourd'hui? Donc nous, les tissages de Charlieu, on est une usine qui font perdurer depuis 120 ans le tissage jacquard. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs activités et on développe notamment le recyclage avec notre usine Nouvelle Fibre Textile. Et donc, pour nous, les certificats, c'est un moyen de communiquer à nos clients nos valeurs, nos engagements, et de du coup développer les marchés qu'on souhaite. Donc, pour le cas, nous, le plus important actuellement, c'est le certificat GRS pour développer l'économie circulaire française. Mais on a aussi le GOTS pour tout ce qui est coton biologique, qui attire beaucoup le marché du luxe. Et du coup, aujourd'hui, ça fait que, parce que nous, ça fait un moment, on est GOTS depuis 2014, donc ça fait un moment qu'on a développé une clientèle qui vient exprès pour de la RSE, pour des certificats. Donc aujourd'hui, moi, je suis aux achats et j'achète majoritairement du biologique ou du recyclé. Donc c'est aussi le but de faire cette transition grâce aux certificats. Et pour la traçabilité, on a le même problème, nous, parce que du coup, il y a les clients qui viennent nous demander d'où viennent les fils, de quel pays vient la fibre. Donc nous aussi, les certificats nous permettent de avoir la donnée sans la demander à chaque fois à nos filateurs. Donc c'est pratique à ce niveau-là aussi. Voilà. Alors justement, Axel, sur la traçabilité, donc Fairlymed a développé tout un tas d'outils pour justement aider les marques et les entreprises à mieux identifier leurs fournisseurs. Comment ça se passe de manière très concrète quand une marque vous contacte? Alors, déjà, pour avoir un peu les éléments en tête, nous, il faut savoir que les marques, elles viennent nous voir donc, pour 3 choses. Nous, Fairlymed, c'est un service en 3 piliers. Donc, je disais, on fait de la traçabilité, donc traçabilité ascendante, comme parlait Elisabeth. Donc, c'est qu'on commence par aller interroger le façonnier, puis le façonnier va nous déclarer ses tricoteurs, ses tisseurs, qui eux-mêmes ont des filateurs, qui eux-mêmes achètent de la matière, etc. Donc, il y a un gros service de traçabilité. À partir de ces informations de traçabilité, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va les utiliser pour faire des calculs d'impact environnementaux. Donc nous, c'est aussi des spécificités de Fairlymed, c'est qu'on fait les deux par rapport à d'autres services similaires. Et derrière, on met à disposition donc, des services de communication, donc des QR codes, des URL qui sont disponibles afin de permettre à la marque de pouvoir communiquer sur ses résultats de traçabilité, de coût environnemental directement auprès des consommateurs. Voilà. Et
dans le cas où justement une marque vient nous voir, nous en fait le service qu'on a, c'est qu'il y a tout d'abord c'est une plateforme tout simplement qu'on met à disposition et un accompagnement donc avec un analyste traçabilité comme moi-même, où on va faire ce travail opérationnellement, c'est-à-dire que c'est nous, grâce aux informations que nous a communiquées la marque sur les différents produits, les composants de ces produits, quels sont les fournisseurs à contacter, etc. Nous on va aller contacter les fournisseurs, on va aller récolter de l'information auprès d'eux et comme disait Elisabeth également, il y a un vrai sujet pour certains fournisseurs de pouvoir bien communiquer cette information pour diverses raisons, soit parce que ils ne sont pas forcément organisés en interne, c'est un vrai sujet, soit parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, parfois pour des raisons commerciales, etc. Et quand bien même ils veulent le faire, il y a un vrai sujet d'accompagnement de ces fournisseurs pour qu'ils puissent bien le faire. Et après, nous en tant qu'analystes, on vient agréger ces informations proprement pour faire les calculs et on accompagne la marque sur la compréhension et l'utilisation de ces résultats également. Et alors justement, quand un fournisseur ne veut pas donner les données, qu'est-ce qu'on fait, Elisabeth, peut-être? En fait, on essaie de comprendre pourquoi. Il y a un sujet typiquement, par exemple, alors là c'est pour les produits qui ne sont pas certifiés, mais par exemple autour du coton, on a un vrai sujet en Chine, par exemple. Le coton chinois, globalement, il vient d'une région qu'on n'a pas forcément envie, en fait, la région du Xinjiang avec le travail forcé des Ouïghours. Donc là, en fait, ça devient un peu opaque. Ils n'ont pas les factures, ils n'ont pas quelque chose. Donc, il faut se mettre en face de ces décisions. Donc, nous, par exemple, on s'est dit que, en fait, dès qu'on faisait du coton et qu'on faisait le choix de le faire en Chine, on voulait que ça soit certifié pour être bien sûr en fait de l'origine de nos cotons, puisqu'on veut éviter certaines origines. Donc voilà, ça peut être ça. Oui, voilà. Après, en fait, au tout démarrage de la traçabilité avec les outils comme Frère Limed aussi, la peur qu'avaient les fournisseurs, c'était qu'on aille partir en direct pour les mettre sur le marché, en fait, en se disant, oh là là, ils vont connaître mon tisseur, etc. La marque, elle va y aller en direct. Bon, faut savoir qu'il y a tellement d'informations récoltées en fait que faudrait vraiment être tordu pour faire ça. Mais c'est vrai que c'était une inquiétude en fait aussi au démarrage en fait des fournisseurs. Donc il a fallu pas mal les sécuriser là-dessus quoi. Axel, tu acquiesces? Ouais. Oui, j'acquiesce plus que nécessaire, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet pour beaucoup de fournisseurs. Alors notamment pour tous ceux qui sont des agents qui travaillent en produits finis. Là pour le coup, c'est toujours une peur panique. Autant la plupart vraiment, pour beaucoup de fournisseurs qui produisent eux-mêmes, etc., qui ne sous-traitent pas, globalement, c'est OK, ils commencent à donner les informations, mais nous, on le voit beaucoup, vraiment, ceux qui travaillent en produits finis, qui passent par des agents, là, c'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que les agents se disent, en fait, moi, c'est ma valeur ajoutée de pouvoir communiquer de pouvoir faire le produit et de garder cette information du fournisseur, etc. Donc, pour beaucoup d'entre eux, c'est un vrai sujet. Et alors peut-être pour Alban et Axel, quand on arrive justement difficilement à avoir accès à remonter toute la traçabilité, comment ça se passe en termes de certification derrière? Alors nous, sur le système de certification actuel, comme ce qu'on a sur GOTS ou sur GRS, le problème se passe moins, puisqu'aujourd'hui on a moins de transparence d'échelon à un échelon. C'est le système de certification dans sa globalité qui garantit la traçabilité. Donc un acteur à un échelon n'a pas besoin, pour être certifié, de connaître l'échelon N-2. Et c'est le système donc, de certification via les certificats de transaction, donc, qui sont des documents émis lors de transactions de produits certifiés, qui viennent donner cette garantie. Donc aujourd'hui, c'est un problème qu'on rencontre moins, mais le penchant, c'est en effet le manque de transparence, là où du coup des outils comme Frère Limed sont complémentaires en fait des certifications, puisqu'ils viennent compléter vraiment cet écueil de la certification, en tout cas ce manque. Complètement. Bien répondu sur la partie certif et sur la partie traçabilité, ça a d'autres impacts en soi. Le premier, c'est tout simplement déjà sur la partie légale, notamment pour la couverture AGEC. Ça fait que le produit peut ne pas couvrir le minimum AGEC, ce qui est un gros problème pour les marques. Il va y avoir également un problème au niveau de l'identification des risques fournisseurs. Quand on n'a pas de fournisseur à mettre en face d'un process, en face d'un pays, ça veut dire que potentiellement en amont, il y a un risque d'avoir un fournisseur qui potentiellement se source chez un fournisseur qui fait du travail forcé ou ce genre de cas. Ça arrive. Et le
dernier cas, c'est quand on va réaliser des calculs d'impact environnementaux. Là encore, on va devoir utiliser des données qui sont plutôt majorantes, en fonction là encore de la méthode, si c'est le PEF ou si c'est le coût environnemental français, c'est pas la même manière de répondre, mais dans tous les cas, c'est une donnée qui va plutôt être en défaveur de la marque et on va dire de l'impact réel du produit si on avait vraiment un pays à mettre en face. Et alors, est-ce qu'on peut dire que justement d'avoir mieux accès à cette traçabilité, ça permet justement de s'engager vers plus de pratiques écologiques, durables, ou pas tant que ça? Peut-être Elisabeth? Oui, parce que en fait, c'est vrai que on récolte beaucoup de données, mais après, il faut vraiment l'exploiter, en fait, parce que sinon, récolter de la donnée pour récolter de la donnée, ça sert à rien. Donc, c'est intéressant pour effectivement ce que tu disais tout à l'heure pour l'affichage environnemental, parce que ça te permet de faire des calculs. Mais un autre point aussi qui peut être très intéressant, nous, en fait, avec tous ces noms, et puis on a des localisations, ça nous permet aussi de voir nos incohérences d'achat. Parce que, en fait, typiquement, on le sait tous, il y a des produits qui font beaucoup de kilomètres avant d'arriver dans nos magasins. Et oui, effectivement, quand on remonte en fait une chaîne de traçabilité, ça arrive fréquemment qu'une matière polyester qui vient de Chine se retrouve en Inde, et puis après un autre endroit, etc., etc. Et donc, ça, on sait que c'est un énorme impact écologique, puisqu'en fait, c'est le transport. Et donc, là, en fait, typiquement, c'est un des moyens d'améliorer ça, c'est-à-dire d'essayer de raccourcir en fait les différentes parties prenantes en fait, de la chaîne de valeur, pour que en fait, le tissage soit proche de la filature et qu'après la confection soit derrière, par exemple. Axel, peut-être tu as d'autres exemples justement de structures que vous avez accompagnées où ça a permis justement d'améliorer l'impact environnemental au global? Ouais, à peu près le même genre de cas, c'est-à-dire que nous, alors typiquement sur le lin, on se rendait compte que pour certaines marques, le lin était en France, part en Chine à être filé, il revient à être teint en Italie, puis tissé ou tricoté, j'ai une bêtise, au Portugal, puis l'entreprise en l'occurrence, elle fait un style de broderie qui est très particulier, du coup ça repartait en Inde, puis ça revenait en France. Donc en effet, c'est des incohérences qui sont permis d'être un peu révélées par le travail de la traçabilité. Et après, il y a toute la partie impact environnemental aussi, où ça permet de pouvoir, en fait, on fournit ce qu'on appelle des contributions relatives, c'est-à-dire qu'en fonction des différents process, on va mettre des impacts en face, et relatifs, c'est-à-dire qu'on va les mettre relativement à l'impact total du produit. On va dire que 50% vient de la teinture, 30% vient de la confection pour tel critère d'impact. Et ça permet aux marques justement de pouvoir reprioriser leurs actions d'éco-conception. Donc là, je fais un pont un peu sur la partie environnementale, mais c'est aussi une très bonne manière de pouvoir commencer ce travail-là. Voilà. Pénélope, vous, est-ce que ça a permis justement de révéler des incohérences ou d'améliorer justement vos pratiques au global? Du coup, quand on fait généralement le bilan carbone de l'industrie du textile, on se rend compte que c'est l'achat des matières premières qui a le plus gros impact. Donc l'idée, encore une fois, de faire notre économie circulaire locale avec le recyclage, c'est un but à la fois d'industrialiser la France, mais aussi de réduire notre impact et de sécuriser les approvisionnements. Parce que donc nous, on s'approvisionne en fil recyclé, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le fil recyclé, c'est du coton recyclé de chute de confection. Et les confections ne sont pas européennes. Et donc, on a un risque là-dessus. Et c'est pour ça qu'on développe tout ça. Et les certifications nous aident là-dedans. Alors, pour ce qui est de notre réduction d'impact au sein de notre usine, on réalise notre bilan carbone aussi pour savoir comment réduire notre consommation d'énergie, parce que c'est aussi un deuxième pilier dans l'usine de tissage. Et ça nous a amené à mettre en place plusieurs choses, comme par exemple, lorsqu'on a développé une nouvelle usine, on a investi dans des machines à faible impact. On a également mis des panneaux solaires sur nos usines, sur les toits de nos usines. Et on a souscrit à un abonnement 100% énergie renouvelable. C'est des petites choses, mais c'est vrai que le bilan carbone permet de avoir les données pour prendre les bonnes décisions.
Merci. Je voulais juste revenir sur la certification et du coup les enjeux de traçabilité. Est-ce que pour une entreprise comme vous, c'est lourd à mettre en place ou est-ce que finalement c'est lourd mais il y a beaucoup d'effets bénéfiques derrière? Alors, Et peut-être, s'il y a des gens qui sont intéressés, quel serait le conseil que vous leur donneriez pour s'engager sur la certification ou la traçabilité? oui, en effet, c'est très administratif. Les certificats, la traçabilité, pour les fournisseurs, ça demande de fournir en fait un certificat à chaque commande. Et pour fournir ce certificat, il faut réunir toutes les informations qui sont nécessaires et ça demande d'avoir une traçabilité au lot au sein de l'entreprise, de connaître aussi la traçabilité avec nos partenaires, puisqu'on a nos teinturiers, ourdisseurs et nos filateurs. Donc tout ça, il faut pouvoir avoir les informations pour produire le certificat. Et en plus de ça, il faut, chaque année, on est audité, donc il y a un auditeur qui vient, donc EcoCert, qui vient dans notre usine et qui va passer au peigne fin pendant une journée notre traçabilité, notre politique environnementale, notre contrôle de qualité. Et il va à chaque fois nous proposer des axes d'amélioration où on va devoir en un temps court, enfin ça dépend de la gravité de la chose à régler. Et donc tout ça, ça demande du travail, ça demande aussi d'être formé pour comprendre ce que c'est qu'un certificat et comment le faire. Mais c'est vrai que ça structure l'entreprise, ça permet de mettre en place des choses qui nous permettent de réduire notre impact environnemental et de nous assurer qu'on est aligné avec nos valeurs. Donc c'est vraiment avoir Donc comme un moyen d'amélioration continue. Donc ça peut être lourd, mais en tous les cas, effectivement, ça a des bénéfices voilà, concrets. quand même, on le fait pas Tu pour partages, Elisabeth? Oui, complètement. Donc effectivement, ouais, moi c'était un peu la surprise quand qu'on a décidé d'auditer les produits, parce que effectivement, je savais que nos fournisseurs passaient à la moulinette, mais je pensais pas que nous aussi on allait passer à la moulinette. Et c'est très bien, effectivement, parce que c'est un moment d'échange qui est assez intéressant. Ça nous met face à des mauvaises organisations. L'idée, quand même, c'est de garantir aux consommateurs qu'en fait le produit qu'il a entre les mains, en fait, il est vraiment certifié. Donc, ça signifie effectivement que notre fournisseur a fait ça, mais nous, en tant que marque, donc il y a un audit de nos pratiques, de toute la partie comment on trie les choses, tout ça, mais aussi par exemple de notre entrepôt, savoir si par exemple dans une gare, enfin on appelle ça une gare, un endroit de rangement de l'entrepôt, il n'y a pas peut-être des risques de mixité avec un autre produit et que du coup, en fait, on induirait en erreur le consommateur. Donc effectivement, c'est très strict. Et je suis d'accord avec toi, c'est assez structurant parce que on se rend compte qu'en fait c'est exigeant et que voilà. Donc oui, nous ça nous a amené à repenser les choses différemment et d'ailleurs en bien, c'est-à-dire qu'en fait on a revu nous carrément notre PLM. En fait on a donc alors PLM. Donc en fait quand on crée des produits, en fait on a un endroit où on range tout ce qui est notre nomenclature et donc qui est donc le détail finalement technique du produit. Et donc avant qu'on passe en fait avec EcoCert tous ces audits, en fait nous on avait des tableaux Excel qui, alors chacun essaye de bien mettre à jour ses tableaux Excel, on va dire, mais en fait, dès qu'il y a un changement, c'est pas forcément mis à jour, etc. Donc on se rendait compte qu'on avait une perte d'informations, et donc nous, effectivement, on a quand même un outil qui est un endroit où en fait une sorte de SharePoint où en fait on vient renseigner cette nomenclature et qui va servir après pour passer des commandes, etc. Et donc on a fait un développement avec notre fournisseur de PLM pour dire, maintenant, en fait, on veut que dans cet outil, il y ait tous les éléments par rapport à la RSE, c'est-à-dire que par exemple ce qui est par exemple compliqué à gérer dans un PLM, par exemple je vous donne un exemple concret, vous avez un manteau, il est en 100% laine, sauf qu'il n'y a que 56% en fait de cette référence-là qui est GRS parce que tout le produit n'est pas en laine recyclée. En fait sur une nomenclature ça apparaît 100% laine, sauf que la composition RSE c'est 56% laine recyclée, 44% laine normale. Et ça en fait c'est un vrai casse-tête pour une entreprise. Donc on s'est dit on va changer ça, et donc
donc on a fait tout un projet avec l'informatique pour structurer cette information, ce qui a d'ailleurs simplifié la vie de ceux qui nous suivent après, donc Trace for Good, pour faire la recherche de recyclabilité, la recherche de traçabilité, puisque du coup, maintenant, en fait, Trace for Good, c'est qu'il doit aller tracer un produit 56% recyclé et 44% normal. Et donc, ça a été énormément structurant. Ouais. Alors Axel, comment vous simplifiez la vie des entreprises et des marques qui souhaitent s'engager? Comment leur simplifier la vie? Alors, tout d'abord, en effet, je reviens sur un petit peu ce qui a été dit, mais c'est vrai que deux gros enjeux pour les marques, c'est ça, c'est déjà des enjeux humains de qui c'est qui a l'information, comment on rentre l'information au bon endroit au bon moment. Et pour donner un exemple concret sur ce genre de choses, c'est par exemple, vous prenez l'élastane. Bon, et il va y avoir différents merchandisers qui vont chacun acheter un tissu avec de l'élastane dedans. Il y en a qui vont dire c'est de l'élastane, ils vont l'écrire H2NE, il y en a qui vont l'écrire ANE, il y en a qui vont l'écrire EA, il y en a qui vont écrire Spordex. Et du coup, rien que ça, d'un point de vue qualité de la donnée, pour des marques et derrière pour des prestataires comme nous, c'est un vrai sujet donné pour arriver à harmoniser cette donnée-là, parce qu'au final, ça renvoie, nous, quand on va faire des analyses de cycle de vie, des mesures d'impact, ça renvoie au même module d'impact derrière. Donc il y a un travail d'harmonisation qui est super important. Après, sur la partie comment on aide vraiment les marques en soi à vraiment se libérer du temps, c'est tout d'abord par ce gros travail data-là, c'est-à-dire que nous, on va vraiment aider les marques à faire ce travail-là et à l'enclencher, et on le remarque aussi bien chez des petites structures qui parfois travaillent justement déjà avec, qui travaillent encore sur Excel, ou des plus grosses qui ont un PLM mais qui a été paramétré d'une telle manière qui en fait colle pas exactement. Donc il y a vraiment beaucoup d'accompagnement qui est fait sur comment vous pouvez réorganiser la data de manière à pouvoir nous l'envoyer proprement, et surtout que nous, on puisse vous la renvoyer et que vous puissiez l'interpréter et faire quelque chose de cette donnée-là. Et pour ça, pour aller plus loin, il y a aussi une petite chose qu'on fait, c'est qu'on développe ce qu'on appelle des connexions API. Donc en fait, c'est qu'il y a des marques qui, pour nous envoyer de la donnée sur un produit, appuient juste sur un bouton et ça part chez nous. Et derrière, on peut analyser ce produit-là. Il n'y a pas à faire tout ce travail-là d'extraire la donnée, potentiellement de la retraiter à la main pour que ça colle à notre modèle, etc., qui peut être un travail assez long. Donc ça, c'est une bonne manière de faire. On a notamment des partenariats avec Centric et Electra, qui sont des très gros PLM sur le marché. Et une grosse valeur ajoutée qu'on a aussi par rapport à d'autres sociétés, c'est le fait que justement on ait des analystes de traçabilité qui soient chargés du travail de collecte de données, qui va répondre à toutes les questions des fournisseurs, des marques, notamment sur la partie réglementaire, parce que c'est un sujet qui, pour beaucoup de marques, du fait de toutes les mutations qu'il y a sur le UDR, donc il a par exemple la réglementation sur la déforestation, un coup on nous dit tiens c'est reporté à 2027, puis finalement ça revient, puis bon, il y a beaucoup de réglementations comme ça, donc nous on est vraiment un support qui est là aussi pour aider les responsables RSE, responsables qualité, prod, ça dépend qui est en charge de ça dans la boîte, mais qui permet vraiment d'aider aussi la marque à intégrer ses résultats et en faire quelque chose qui répond à ses attentes. Alban, sur ce volet d'accompagnement des entreprises? En effet, je trouve que les réponses étaient très intéressantes sur la partie vraiment structurante que peut amener la certification. En tout cas, nous, EcoCert, on a fait le choix aussi de travailler avec des référentiels qui sont particulièrement exigeants, qui, d'un premier abord, ou en tout cas à mettre en place pour les entreprises, peut être assez difficile. Souvent, quand même, le message qu'on porte, notamment lors du premier audit, c'est que, en fait, il y a déjà beaucoup de bonnes pratiques dans les entreprises. Nous, ce qu'on va beaucoup demander, c'est en fait du formalisme et d'encadrer ces pratiques, notamment environnementales ou sociales, dans des politiques pour que nous, on puisse les auditer proprement. Mais en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui sont bien faites. Sur la partie traçabilité, c'est pareil. On demande rarement de révolutionner en fait ce qui est fait au sein de l'entreprise, mais juste en effet d'avoir les adaptations minimales et nécessaires pour accéder à la certification. Mais notre but, en tant qu'organisme, c'est justement de juger est-ce que les solutions mises en place par les sociétés qui veulent être certifiées sont suffisantes pour répondre à nos critères, mais jamais de donner une solution clé en main et de dire c'est absolument cette pratique qu'il faut mettre. Donc on évite d'aller trop justement sur cette uniformisation où il n'y aurait qu'une seule solution appliquée à tout le monde, mais vraiment au cas par cas, en fonction de la taille des structures,
et des activités aussi, notamment, parce que ce n'est pas du tout les mêmes problématiques quand on commence au tout début de la chaîne avec des égreneurs de coton ou dans une marque à Paris. On n'a pas du tout les mêmes questions en termes de problématiques environnementales, sociales et de traçabilité ou d'image de la marque. Donc, voilà. Je voulais rajouter, moi, en fait, par rapport à ce que dit Alban, parce qu'en fait, il est justement intervenu chez KKS en formation. C'est hyper important de former les équipes à tout ça, parce que donc nous, c'est ce qu'on a fait après, c'est que Alban est venu, a fait une formation en fait à toutes nos équipes, parce que en fait, il y a quand même plein de les fournisseurs, ils vous racontent tout, un peu tout, hein, en fait, sur la certification, en fait. Hein, et donc, avoir une certification, quand on demande un produit certifié, tout d'un coup, ça coûte $200, $300. Enfin, c'est la surenchère. Il faut faire tel test, tel truc, etc. Et nous, on a un peu démunis en face en se disant bon, alors enfin voilà. Et donc là, c'est vrai que on avait fait le choix. Et je trouve que c'était très bien de demander à EcoCert de nous dire bon, voilà, en fait, comment ça se passe, qu'est-ce que le fournisseur doit faire de son côté, qu'est-ce que ça nécessite pour prouver en fait tout ça. Et donc, c'est vraiment aussi très important en fait d'amener de l'information parce que c'est quand même des sujets bon. Donc c'est une formation sur le sujet certification, c'est ça? Ouais. On a demandé à EcoCert c'est Alban d'ailleurs hein, qui était venu faire une formation chez nous et du coup c'est vrai que c'est quand même aussi structurant ça parce que on entend un peu tout en fait hein, du fournisseur quand on dit on aimerait bien acheter ce produit-là et on aimerait bien en fait qu'il soit certifié. Oh là là parce que bon bien sûr pour eux c'est tout de suite plus compliqué. Bon et finalement c'est quand après on sait comment ça marche, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut un peu détricoter et c'est bien en fait de se faire accompagner quand même. Ouais. Tu voulais ajouter Oui, en effet. Donc il y a ce volet formation qu'on peut faire qui permet de donner en tout cas les informations relatives à la certification, les règles à appliquer, étudier un peu quand même comment ça se passe au sein de l'entreprise qu'on vient former et voir si les réponses sont adaptées. On a aussi bien entendu tout un volet nous ici. Le bureau à Toulouse qui est juste à côté d'ici, ou qui sont donc les personnes en contact avec nos clients certifiés. Et donc, on a aussi ce volet-là pour donner de l'information, accompagner dans la certification, expliquer les règles au fur et à mesure du processus. Et bien sûr, les entreprises ne sont pas livrées à elles-mêmes dans la certification et sont accompagnées tout le long du processus. Tu disais tout à l'heure effectivement que vous aviez fait le choix de certification exigeante. Ce matin, on a eu un teasing sur un nouveau référentiel que vous allez proposer. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus que le teasing et un peu plus d'infos ? Donc en effet, on est en train de réviser un référentiel qui est le label textile EcoCert qui a pour vocation donc pourquoi on le révise, c'est principalement déjà pour l'étendre à une plus grande gamme de produits et de s'ouvrir à un peu plus large que le textile et donc ouvrir à de nouveaux types de matériaux et de produits finis, notamment ça va être tous les produits de décoration, des produits de jardinage, des produits électroniques aussi, donc ouvrir à d'autres types de matériaux, notamment plastique ou les métaux. Et le deuxième axe de pourquoi on révise ce référentiel, c'est aussi pour beaucoup plus se rapprocher des réglementations qui sont entrées en vigueur ou qui vont rentrer en vigueur, et donc notamment permettre une accessibilité beaucoup plus facile à tout ce qui est éco-modulation sur ces produits-là, quelle que soit l'éco-modulation en fonction du type de produit. Et donc la philosophie de ce référentiel, c'est de venir couvrir une très large gamme de revendications. Donc on va de ce qu'on appelle des matériaux durables, donc tout ce qui va être des matériaux naturels, plutôt avec soit de la culture écologique, donc très proche du biologique, ou si c'est des matériaux plutôt papier ou bois, tout ce qui est éco-gestion des forêts, et aussi inclure du coup toute la partie recyclage des matériaux. Et donc on peut faire des produits où on peut combiner toutes ces revendications au sein d'une même revendication, d'une même certification, et tout en gardant du coup des exigences importantes sur la partie chimique des produits, ce qui va être utilisation des produits chimiques pendant la fabrication, résidus sur les produits pour le consommateur, et en fonction du niveau choisi, même des critères sociaux, environnementaux qui peuvent venir intervenir dans la certification.
Alors justement, tu évoquais le sujet des éco-modulations. Donc ça veut dire que une entreprise qui aura cette certification pourra bénéficier d'éco-modulations spécifiques. C'est en tout cas, cette certification est reconnue comme un justificatif à fournir aux organismes d'éco-modulation. Donc les équipes qui ont développé ce programme ont travaillé justement pour être sûr qu'on rentre dans les clous et que donc ce certificat puisse être une preuve à fournir presque clé en main une fois qu'on a le certificat, c'est utilisable tel quel. Et pour vous, entreprise, du coup, j'imagine que c'est un levier intéressant de bénéficier des éco-modulations. Oui, clairement, hein, parce que aujourd'hui, c'est une vraie aide que nous amène Refashion là-dessus, en fait. Donc, il y a 3 types d'éco-modulation. Il y en a une, en fait, sur la durabilité, qui nous oblige à faire des tests, donc qui ont quand même un certain coût. Après, il y a l'éco-modulation, en fait, effectivement, sur des certifications. Donc, ça, en fait, on a déjà fait le travail avec la certification. Puis, il y en a d'autres qui sont sur la recyclabilité, qui sont plus durs à obtenir pour des marques comme la nôtre, parce qu'en fait, ils demandent une zone assez proche de recyclabilité. Je pense que vous y avez plus accès que nous. Mais c'est vrai que ces éco-modulations, c'est une vraie aide que Refashion met pour les entreprises pour vraiment les aider à se transformer. Je trouve moi, c'est vraiment maintenant, c'est un des vrais piliers en fait de ma démarche RSE. En fait, je sais que j'ai cette partie-là et qui a un fondement qui me permet d'investir sur d'autres projets. Donc oui, c'est vraiment important, c'est clair. Pénélope ? Nous, c'est indispensable pour développer notre économie circulaire parce qu'il faut savoir qu'on essaye de redonner de la valeur à un produit qui n'a plus de valeur. Donc, pour que ça soit rentable, on a besoin de ces éco-modulations-là pour recréer un système de valorisation. Donc oui, c'est très utile pour nous. Et alors, Alban, du coup, ce nouveau référentiel, il est prévu pour quand ? Aujourd'hui, on a lancé si je me trompe pas, la dernière phase de consultation publique, et donc il va pour finaliser vraiment la rédaction de ces règles, de ce référentiel. J'ai pas la date exacte prévue de la publication. Je pourrais me renseigner si vraiment il y a des gens qui sont intéressés. Mais donc dans les prochains mois, prochains trimestres, il devrait tout à fait se mettre en place et pouvoir être accessible aux entreprises. L'idée aussi, pour être tout à fait complet, c'est qu'en effet, comme on vient agréger un certain nombre de revendications dans ce même référentiel, c'est aussi de permettre de reconnaître pour la traçabilité amont d'autres types de certifications. Donc si des matériaux GRS seront reconnus comme étant recyclés ou des matériaux GOTS comme étant durables. Donc c'est vraiment plutôt à destination des acteurs finaux de la chaîne pour venir agréger en fait tout un réseau de certification amont. Voilà. Ça marche, merci. Avant qu'on rentre sur la deuxième partie qui concernera plutôt les enjeux consommateurs, communication, est-ce que vous avez des questions sur la mise en place des certifications au sein d'entreprises, ou est-ce que tout était très très clair ? Alors soit tout était clair, c'est bon. 2 questions, une ici, Pascal, et derrière. Oui, j'ai juste une question sur les revendications. Est-ce que vous intégrez des notions liées au régénératif ? Alors pour ça, on a donc pour la régénération des sols, c'est ça la question. Pour ça, donc il y a un référentiel spécifique à ça, donc qui s'appelle ROC, que nous on commence à mettre en place, qui est disponible chez EcoCert et qui travaille sur cette notion de vérification de l'agriculture avec la régénération, et ensuite toujours la même question de comment on trace ça tout au long jusqu'au produit fini. Donc oui, ça existe, et donc ça s'appelle ROC, R-O-C. Merci. Il y a une autre question, oui, juste là. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question pour vous, Elisabeth. Est-ce que le montant de l'écomodulation couvre le surcoût lié à la certification, à l'obtention d'un produit certifié ?
Oui. Oui. Oui, en fait, là, on touche à peu près 0,70 centimes par produit sur un produit qui est avec l'écomodulation. Donc ça dépend du type d'article. Des fois c'est 30 centimes, des fois c'est 70 centimes. Mais oui, on est largement, ça le couvre largement. Oui. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, juste là. Bonjour, moi je m'appelle Marlène Maury, je travaille pour Testex. On propose tout ce qui est tests physiques et chimiques sur le textile et le cuir et également les certifications Ecotex. Donc ce n'était pas une question, c'était plutôt une remarque. J'ai travaillé plus de 10 ans à EcoCert. Donc déjà je voulais souligner, Alban a très bien expliqué ce qu'était la certification et rebondir sur ce qu'il avait dit en disant que je peux comprendre que les marques se sentent un petit peu perdues parfois dans la jungle des labels parce qu'il y en a beaucoup, parce que c'est pas facile à comprendre. Pour autant, les labels sont là pour répondre, et ça a été très bien dit, aux attentes et aux besoins des consommateurs. Et les labels ne sont pas concurrents entre eux. Je pense que Alban ne me contredira pas. Par exemple, coupler du GRS qui va valoriser du recyclé avec de l'Ecotex standard 100 qui va vérifier l'innocuité, ça paraît tout à fait cohérent. Donc pour les marques qui sont présentes, ne pas hésiter à nous solliciter, nous experts de la certification, donc que ce soit EcoCert ou moi sur la partie Ecotex, on tentera de répondre au mieux à vos besoins, puisqu'on ne peut pas non plus adresser tout, on le comprend, on ne peut pas adresser tous les sujets. Donc en fonction de la nature de vos produits et à la démarche RSE que vous voulez mettre en place, on est là pour essayer d'y répondre au mieux. Et voilà, Alban l'a très bien fait. Donc, Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Une remarque? Non, ça a l'air clair. Eh bien, je propose qu'on... Ouais, si tu voulais ajouter quelque chose... Tiens, j'ai un micro là. Si jamais j'avais juste une dernière remarque aussi pour clore un peu la partie certification. En lien avec les sujets de traçabilité, on en a moins parlé, mais c'est la certification. Le but, c'est aussi de pouvoir éviter tout ce qui est risque fournisseur, d'avoir des sourcings à risque, etc. Pour autant, c'est un travail qui doit être complémentaire d'audit et de traçabilité, etc. Et pour vous partager une anecdote, moi j'avais le cas d'un fournisseur qui était certifié GOTS et qui pour autant était un fournisseur à risque sur du sourcing de coton ouïghour. Donc ça paraît improbable dit comme ça, et c'est difficile à expliquer à la marque comment le fournisseur pouvait être certifié GOTS et comment il peut se retrouver à côté dans des listes de fournisseurs à risque. Et pour autant, il ne faut pas forcément partir du principe que parce que le produit est certifié, alors il y a 0 risque dessus. Ça peut couvrir 99% des risques, mais tu peux avoir toujours 1% qui arrive pour des marques tout à fait classiques. Donc voilà, c'est un travail de traçabilité qui est nécessaire aussi pour aller au-delà de ça et s'assurer vraiment qu'il y a le moins de risques possible sur sa chaîne de valeur. Ça garantit beaucoup quand même. Oui, beaucoup. Merci pour la précision. Donc effectivement, en tout début, tu disais, Elisabeth, qu'il y avait 2 enjeux pour vous autour de la traçabilité, autour des certifications, c'était mieux maîtriser cette traça et communiquer auprès du consommateur ses engagements. Comment vous communiquez auprès du consommateur sur vos certifications et finalement, est-ce que le consommateur est sensible à ces certifications ? Alors en fait, avec donc la traçabilité AGEC, donc ce qu'on fait en fait, on a assorti chaque produit d'un QR code. Donc sur ce QR code, en fait, tu as toute la traçabilité et tu as aussi en fait donc les certificats du produit. Donc ça, c'est une première information. Après, l'exigence de certification, c'est quand même que sur ton produit, sur la vignette de compo, soit indiqué en fait le logo en fait par exemple, nous on est GRS, il y a le logo GRS, et puis aussi c'est ce que nous avait appris Alban pendant le cours de la journée, comment communiquer en fait sur tous ces sujets-là. Donc, typiquement, en fait, sur notre site, etc., on écrit, en fait, d'une certaine façon, il faut bien écrire précisément ce que ça amène, en fait, la certification sur le produit, qu'est-ce que ça garantit. Donc, on a tous ces moyens-là, en fait, de le faire. Après, est-ce que le client est sensible ?
Sincèrement, on a du mal à le savoir sur cette partie-là. Je pense que ça dépend des clients. Voilà, c'est pas une réponse simple. Il y a des gens qui sont très informés sur tous ces labels et qui, bien évidemment, les connaissent et disent que c'est bien. Après, il y a beaucoup de gens aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas encore. Mais voilà, en tous les cas, je trouve que c'est quand même important en fait d'avoir une sorte de sceau qui dit ben voilà, ça c'est il y a un label qui le prouve. Et quand même, on est sur des labels qui sont quand même robustes, quoi. Donc du coup, QR code qui envoie vers votre site web, c'est ça? Qui renvoie vers le site web ou qui renvoie vers une fiche produit, en fait, qui donne en fait la traçabilité à GEC. Et puis après, libre à toi de rajouter tout un tas de choses. Donc nous, on a rajouté la partie certification. On met aussi les audits de nos fournisseurs en fait sur cette partie-là. Donc quand on va sur le QR code, on voit si le fournisseur il a été audité socialement, au niveau de l'environnement. Donc c'est aussi à nous, là, c'est dans notre mission, hein, les marques, de sensibiliser les consommateurs sur ça, en fait, de dire attention, c'est important, voilà. Donc nous, on fait l'effort, effectivement, d'essayer de mettre à chaque fois l'audit et le certificat. Alors justement, Alban, Elisabeth disait que vous avez eu un cours sur la communication. Qu'est-ce que du coup tu conseilles aux marques sur la communication? Alors, le premier conseil, c'est de communiquer sur les certifications qu'elles ont obtenues. Alors, le problème pour ça, c'est en effet que pour éviter trop de dérapage et de contrôler le sens de leur logo et de la certification, les différents détenteurs des programmes avec qui on travaille mettent des règles sur comment on peut utiliser le logo, comment on peut communiquer sur le fait qu'une entreprise est certifiée ou pas. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on avait travaillé. Et c'est cette partie-là qui parfois est un peu contraignante puisque limite un peu la créativité en termes de communication. Mais dans l'absolu, l'idée c'est vraiment que si un produit est certifié, autant le dire, autant le montrer avec le logo sur le produit, avec des communications sur le site internet. Si l'entreprise fait la démarche de se faire certifier, autant expliquer ce que ça veut dire, les critères qu'il y a derrière, vraiment la transparence, à notre sens, est vraiment payante au niveau du consommateur qui comprend aussi ce que veut dire ce logo et donc les valeurs qu'a choisi de mettre en avant l'entreprise à travers la certification qu'elle a choisie. Oui, parce que je rajouterais qu'en fait, on a quand même eu un autre truc, c'est les allégations environnementales. Et puis, en fait, aujourd'hui, on est énormément surveillé par la DGCCRF sur ce qu'on écrit. Donc, c'est hyper important, en fait, de mettre en avant le logo ou de mettre en avant la certification, mais quand même de le faire de façon objective. Et c'est vrai que, moi, j'essaie de regarder un peu tout, mais je ne suis pas partout chez KKS. Et puis, des services comme au commerce, ils ont toujours envie de mettre des petites fleurs un peu partout. Et il faut faire attention parce que là, en fait, on peut vite faire croire quelque chose au consommateur qui est faux, quoi, en fait. Donc, c'est très important, en fait, cette partie-là. Pénélope, sur la communication autour de vos certifications? Nous, comme on ne produit pas de produits finis, on ne met pas d'étiquette sur nos tissus et nos sacs. On peut certifier le produit, mais on va plutôt communiquer sur le fait qu'on est certifié en tant qu'usine et qu'on peut produire des produits certifiés. Donc on va le faire lors de salons, on va le faire sur notre site internet, sur un catalogue. Voilà, c'est la façon dont on communique à nos clients la possibilité d'avoir des produits certifiés. Et alors justement, avec le déploiement de l'affichage environnemental, comment les deux s'articulent finalement on va avoir le score qu'on a vu ce matin, plus du coup les certifications. Voilà, comment ça va s'articuler? Peut-être Axel, si tu as un micro. Oui. À la rigueur, tu peux passer 2 slides pour donner un exemple concret. Alors, c'est sur un de mes clients, c'est Isée. Alors, il n'y a pas l'affichage des certifications, mais si vous voulez tester le zoom de votre téléphone, vous pouvez. C'est une des premières marques à communiquer sur le coût environnemental.
en attendant que vous fassiez ça, une remarque intéressante aussi sur ça, c'est la partie formation des équipes de vente en boutique. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que nous, pour l'anecdote, voilà, parfois ça nous arrive d'aller chez des clients, de regarder c'est les QR codes, de demander aux vendeurs, aux vendeuses, bah tiens, vous, est-ce qu'on vous pose des questions dessus, et qui découvrent par le même coup qu'il y a des QR codes qui renvoient vers des informations de certification, vers des informations de traçabilité, etc. Ça arrive assez couramment. Donc il y a aussi un vrai sujet pour pouvoir justement amener le consommateur à prendre en main ces certifications, le coût environnemental, ces sujets de traçabilité, de pouvoir aussi les former, les accompagner sur qu'est-ce que c'est une certification, qu'est-ce que c'est que ce coût environnemental, qu'est-ce que c'est que la traçabilité, si on vient nous dire... Les matières en fait, peut-être aussi, les matières qui composent tout simplement. C'est ça, c'est des vrais sujets. Donc un gros chantier pour les équipes de vente et éviter cette déconnexion parfois qu'il peut y avoir entre le siège d'un côté et les boutiques de l'autre, et que le lien ne se fasse pas. Ça arrive. Et du coup, sur la partie coût environnemental et lien avec les certifications, alors aujourd'hui, il n'y a pas de lien en soi. C'est-à-dire qu'en soi, ce n'est pas parce qu'un produit est certifié GOTS, GRS, qu'il va avoir un meilleur coût environnemental. C'est parce que c'est du coton biologique ou du polyester que là, par contre, ça va pouvoir rentrer en compte dans le coût environnemental. Mais ça a ses limites. Typiquement, aujourd'hui, il n'y a que le polyester recyclé qui est pris en compte pour calculer le coût environnemental, faute de données assez qualitatives sur d'autres matières recyclées. Dès que ces matières recyclées-là, elles vont dépasser la barre des 20%, le produit ne va plus être éligible au coût environnemental. C'est un autre sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas éligibles à cela, dont parfois des produits qui peuvent être certifiés, mais qui ne remplissent pas les conditions pour avoir le coût environnemental, etc. Donc, c'est une V1, elle vient de sortir au 1er octobre, etc. Il y a encore beaucoup de progrès, et le fait d'intégrer des certifications pour pouvoir améliorer sa note est un enjeu qui est entendu, je pense, par les équipes d'Ecobalise aussi. Donc là, ce QR code renvoie vers une fiche produit. Okay. On parlait Elisabeth tout à l'heure, donc là c'est une fiche produit pour la marque Isée, pour cette belle robe-là. Voilà. Ça marche sur justement l'articulation affichage environnemental, certification. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement que les entreprises se tournent plutôt vers l'affichage environnemental qui va devenir obligatoire et délaissent les certifications? Ou est-ce que c'est vraiment complémentaire? Alors, pour nous, c'est complémentaire dans le sens où c'est aujourd'hui des méthodologies différentes et des informations différentes. Puisque, comme l'expliquait... j'ai oublié ton prénom, pardon. Axel, pardon. Je vais remettre la slide, comme ça on a les prénoms. Le coût environnemental, aujourd'hui, en tout cas dans la version actuelle ou dans les versions qui pourront arriver, se base quand même sur des données très moyennes en fonction de la zone, du process de production. Et là où les certifications s'attachent à venir certifier un produit et une matière de son origine jusqu'à la fin, en garantissant que c'est la même du début à la fin. Donc c'est pas la même approche. À terme, dans l'idée, en effet, au-delà d'un risque, ça serait plutôt des deux fonctionnements qui vont se compléter et sûrement peut-être même fusionner dans une troisième option. En effet, nous, on poussait notamment pour que les certifications soient au moins un raccourci dans le calcul du coût environnemental, en disant, en effet, vous êtes certifié pour du polyester recyclé, vous avez j'ai le certificat GRS, j'ai pas besoin ou de prouver au-delà pour faire mon calcul. Et à terme, est-ce que dans le calcul environnemental, dire j'utilise du recyclé, est-ce que les certifications ne seront pas obligatoires? C'est peut-être plutôt ça, et qui va dans le sens quand même aussi ce qu'on discute un peu de la transparence aux consommateurs et de la garantie des revendications qui sont faites auprès du consommateur. Si on reste juste sur un niveau déclaratif du metteur sur le marché, avec des informations, comme on a discuté, qui sont parfois pas faciles à récolter, c'est là où la traçabilité et les certifications peuvent vraiment apporter pour aider à ce calcul-là. Elisabeth, vous, côté metteur en marché, justement, le lien entre affichage environnemental, certification et aussi en se mettant peut-être à la place d'un consommateur qui ne regarde déjà peut-être pas beaucoup les étiquettes rien que d'entretien. Donc, sans parler des autres labels, comment on fait
demain auprès d'un consommateur pour lui communiquer l'affichage environnemental, les certifications, les étiquettes d'entretien? Ouais, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que l'outil QR code, c'est quand même le plus simple. Et donc, nous, c'est ce qu'on a choisi. Au démarrage en fait, du QR code, quand on a fait la traçabilité, en fait, il y a beaucoup de consommateurs qui allaient dessus. Là, on voit qu'en fait, il y a un peu moins de gens qui vont. Après, c'est aussi à nous de communiquer sur l'information. Moi, c'est vrai que cet affichage environnemental, moi, je suis assez confiante quand même dessus pour ce que ça va amener, parce que quand on voit ce que ça a amené au niveau alimentaire, je pense que ça peut. J'espère qu'en fait, les consommateurs vont s'intéresser aussi à cette partie-là. Donc, et quand même, ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire. Nous, on n'a pas encore complètement publié nos affichages environnementaux. On va le faire bientôt. Là, en fait, effectivement, avec la traçabilité, on peut du coup connecter notre traçabilité à Ecobalise et puis du coup sortir un chiffre. C'est vrai que les données qui sont dans Ecobalise, très souvent, en fait, sur certains sujets, sont majorantes. Et donc, on peut amener, nous, des petits distinguos en disant, non, sur ce truc-là, on fait mieux, etc. Et justement, les certifications permettent des fois aussi d'améliorer la note. Et on sait que c'est de plus en plus ça, parce qu'aujourd'hui, c'est une base qui a été faite, qui va s'affiner petit à petit. Et quand on veut, quelquefois, en fait, on a l'Ecobalise normale. Et si en fait, on veut amener des données qui sont minorantes par rapport en fait, à Ecobalise, on a un endroit où on doit amener des preuves en fait, sur un fichier. Et donc, je trouve que le certificat peut aider là-dessus, en fait. Axel, tout à l'heure, tu nous as montré un QR code. Est-ce qu'il y a des marques, des entreprises qui ont choisi d'autres façons de communiquer auprès des consommateurs? Non. En fait, c'est pour une raison pratique. Souvent, alors au-delà de la partie certification, ça c'est des choses qui peuvent être anticipées en amont. Mais sur toute la partie traçabilité, calcul du coût environnemental, etc., comme c'est des choses qui arrivent après la production, généralement il y a des délais un peu incompressibles sur la période d'impression des étiquettes, etc., qui font que c'est difficile de pouvoir, par exemple, mettre un coût environnemental directement, par exemple, sur le vêtement, d'autant plus que la méthodologie, elle va changer tous les 3 mois. Donc en fait, le score, il serait potentiellement, on peut le recalculer tous les 3 mois à partir de la nouvelle méthodologie, etc. Donc il y a un enjeu aussi de modularité, le fait d'utiliser ce QR code, ça fait que si les méthodologies elles changent, d'un coup il n'y a plus 16 matières, il y en a 28, je sais pas, potentiellement le produit qui n'était pas soumis, maintenant il est soumis, maintenant on peut le calculer, etc. Donc le fait de garder ce format QR code, c'est le format un peu le plus idéal pour mettre à jour ces contraintes-là. Une seconde contrainte également qui peut arriver, c'est parfois quand on va faire tout ce travail-là de traçabilité, etc. Puis en fait, on se rend compte que notre matière qui devait être certifiée finalement ne l'est pas parce qu'il y a eu des contraintes de production qui ont fait que. Donc ça permet de vraiment mettre à jour l'information en temps réel si jamais il se passe quoi que ce soit et qu'il y a besoin d'avoir une information fiable. Voilà. Alban, tu voulais compléter ? Oui, je suis assez d'accord sur le fait que il va falloir trouver une solution pour un peu rassembler toutes les revendications qui sont sur le même produit. On ne va pas démultiplier les étiquettes, démultiplier les hand tags qu'on y applique. Donc c'est aussi un peu les directions que nous, les certifications avec lesquelles on travaille, commencent à prendre sur la manière d'afficher. C'est de réunir sur un seul espace. Et en effet, la réactivité peut être aussi très, très importante et éviter de faire des revendications qui sont plus bonnes ou en effet mettre un produit, ne pas être sûr qu'on puisse revendiquer qu'il était certifié et pouvoir l'afficher beaucoup plus rapidement sans avoir de contraintes physiques de production. Donc c'est vrai que c'est une solution qui est assez intéressante et à réfléchir pour tout type de revendication, certification, affichage ou qu'importe. Merci. Avant de poser ma dernière question, est-ce que vous avez des questions ? Des remarques aussi, ça peut être tout ce que vous voulez. Non ? Si. Alors, je vais vous donner un micro. Juste là, au milieu. Bonsoir. J'entends que il y a peu, pas d'études, ou en tous les cas qu'il est difficile de voir un petit peu le côté consommateur et consommatrice aussi, puisque c'est quand même majoritairement des femmes qui consomment.
Moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis interrogée en construisant mon projet, sur est-il intéressant ou pas pour une marque d'être certifiée, laquelle, quelle est celle qui est vraiment remarquée par une consommatrice ou un consommateur. J'ai trouvé peu de choses, j'ai trouvé des études, j'ai trouvé quand même des choses, mais le constat était quand même souvent que ça n'avait pas tant de portée qu'on le souhaitait. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez un peu plus d'informations sur ce retour consommateur? Est-ce qu'il y a des enquêtes, des études où on voit vraiment, parce que tout à l'heure vous avez dit c'est difficile de le savoir, mais quand même il doit bien y avoir un peu de données là-dessus, donc ça m'intéresserait. Et voilà. Par exemple, je m'interroge parce que par exemple moi j'ai fait une étude, j'ai fait des enquêtes auprès un panel très très faible, 150 personnes, mais j'avais moins de 15% qui repéraient des labels ou des certifications, et dans ces 15% c'était toujours les 2-3 mêmes. Alors, voilà. Donc, j'aimerais juste creuser un petit peu plus ça, parce que c'est ça qui est intéressant aussi souvent pour une marque ou une entreprise. C'est au-delà d'avoir une démarche vertueuse, etc. Le RSE, c'est de savoir comment on va toucher, avec quel impact va être, et du coup avoir des données un peu là-dessus. Alors peut-être, est-ce que Ecocer, vous avez des données, ou est-ce que... Alors, des données chiffrées, là, je ne les ai pas sous la main. Et en effet, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, c'est pas directement notre rôle, et on fait pas. On n'a pas. Enfin, j'ai pas à disposition d'études précises pour vous répondre, à dire le logo GOTS, il est reconnu par telle proportion d'un panel de consommateurs. L'idée est peut-être, en fait, c'est en effet un défi et un enjeu des certifications, de à la fois être plus reconnu et aussi d'être plus meilleur sur donner aux consommateurs la signification du logo. C'est un des enjeux, de dire le consommateur, au-delà de reconnaître le logo GOTS, est-ce qu'il le comprend, est-ce qu'il connaît tous les critères et tous les enjeux qui sont derrière. Peut-être aujourd'hui l'approche la plus simple pour une marque, c'est plutôt de se dire quelles sont les valeurs que je veux porter en tant que marque, et du coup est-ce qu'il y a une certification qui couvre ces valeurs-là et qui permet, moi, de donner ces garanties à mon consommateur, et de dire je cherche une production biologique avec beaucoup plus de critères sur la partie produits chimiques. GOTS, c'est la bonne réponse pour ça. En effet, aujourd'hui, en tout cas nous, notre approche est plutôt dans ce sens-là, de dire vous avez en tant que marque une volonté de mettre en avant des enjeux qui vous sont chers et des pratiques que vous avez déjà. C'est ce que je disais, en fait, souvent on vient juste structurer des pratiques qui sont déjà en place. Ça, on peut avoir du coup des solutions qui correspondent à votre besoin. Dire est-ce que tel label, si vous l'obtenez, vous le mettez sur le produit, vous êtes sûr que votre produit sera mieux connu, mieux vu du consommateur. Aujourd'hui, on n'a pas ce recul-là, où on n'est pas encore suffisamment mature pour l'affirmer. Est-ce que les autres, vous avez des données ou... Ouais, peut-être une toute petite intervention. J'ai l'impression que ça dépend aussi beaucoup du positionnement de la marque. Nous, on le voit beaucoup, typiquement, on le voit avec des clients des marques de luxe, par exemple. Les marques de luxe, les clients ne vont pas forcément faire attention à la partie certification. Ils vont plutôt faire attention à la matière, par exemple, un peu à ce genre de choses, plutôt sensibles à d'autres éléments. Là où moi, je le voyais pour plutôt une marque... voilà, pour une autre marque, eux ils disaient tiens, nous on a des clients qui font attention à la partie Ecotex standard 100 parce qu'eux ils ont des problèmes de peau, donc il faut faire attention à ça. Et à l'inverse, des marques comme Isée tout à l'heure, ils pourraient être aussi bien certifiés qu'une marque de luxe, mais eux, du fait de leur positionnement, ils vont avoir une clientèle qui est aussi beaucoup plus sensible à la partie certification, traçabilité, etc. Et du coup, empiriquement, nous c'est plutôt le positionnement de la marque qui fait qu'on va attirer des clients qui recherchent ce genre de choses plutôt que la certification en soi. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire sur ça, parce que effectivement, en fonction aussi du positionnement, il y a des marques en fait qui
enfin presque ça va de soi, on n'a même pas besoin d'aller vérifier parce qu'elles sont un peu nées avec la RSE et elles ont en fait toute une démarche qui en fait, bon, ça peut être quand même aussi du greenwashing en fait derrière tout ça. Et enfin typiquement par exemple pour IKKS, comme je le disais tout à l'heure, on a 40 ans, on n'est pas vraiment connu pour le côté RSE, pour toute cette démarche-là. Pour moi, c'était important de le mettre pour justement amener ce côté preuve, quoi, en fait. Et c'était. Alors après, est-ce que c'est un énorme impact ? Peut-être pas. En tous les cas, pour ceux qui sont sensibles à ça, en tous les cas, si cette laine elle est RWS, si quelqu'un est sensible au bien-être animal et qui connaît ce logo, en fait, il va se dire ah super, ils ont fait la démarche, ils se sont fait certifier. Mais est-ce que ça va vraiment plus encourager à vendre ? Je pense pas, pour le coup. C'est plus une sécurité pour moi, une garantie, quoi, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, pas d'autres questions. Alors, peut-être pour conclure, on a vu finalement qu'il y avait beaucoup d'intérêt à aller sur de la certification, meilleure sécurisation des fournisseurs, des sources d'approvisionnement, meilleure cartographie aussi finalement de ces fournisseurs et aussi un outil pour enclencher une réelle réduction des impacts environnementaux. Peut-être une dernière question, quelle serait finalement selon vous, si on a des marques dans la salle qui sont encore hésitantes, quel serait votre dernier argument pour les convaincre, ou en tous les cas, quel serait le conseil que vous souhaiteriez leur donner si elles souhaitent enclencher ? Ce que je trouve qui est intéressant en fait de partir sur une démarche comme celle-là, c'est que c'est un engagement. Et du coup, ça engage vraiment la chaîne de valeur sur des valeurs. Et nous, quand on a fait cette étape-là, en fait, ça a questionné pas mal de fournisseurs qui ont aussi, eux, entamé la démarche. Et c'est clair qu'en fait, on sait que si on veut changer beaucoup de choses dans notre profession, il faut que tout le monde s'engage. Et je trouve que c'est vraiment un élément important pour embarquer ces fournisseurs, en tous les cas. Pénélope ? Oui, je pense que c'est important de commencer par la certification parce que ça donne en fait le cahier des charges et les auditeurs vont pointer du doigt les choses qu'il faut améliorer et ils vont pas tout apporter d'un seul coup, ça va se faire progressivement parce qu'ils savent que c'est des choses qui se mettent en place longtemps et donc faut pas avoir peur de se lancer là-dedans parce que ils comprennent, ils sont derrière nous, ils sont là pour aussi répondre à toutes nos questions. Il y a des personnes qui sont dédiées à ça chez EcoCert. Et ça permet d'aller chercher les clients qui ont envie d'aller vers ces stratégies-là et de soi-même tranquillement faire cette transition. Merci Axel. Alors les micros sont tous là. Un enjeu important à avoir en tête pour se lancer, c'est bien connaître ce qui est prioritaire pour ma marque. C'est-à-dire que chaque marque va avoir aussi une stratégie RSE qui lui est propre. Si ma marque, son positionnement, c'est le bien-être animal, etc. Alors en effet, comme tu disais, une certification RWS, c'est la base. Si mon projet, c'est vraiment d'éviter au maximum tout ce qui va être travail forcé, alors en effet, un travail de certification sur du GOTS, etc., c'est des choses qui peuvent être très utiles, ainsi qu'un travail de traçabilité en complément. Il y a beaucoup de marques aussi qui ont un positionnement beaucoup plus tourné sur moi je veux connaître mon impact environnemental dans une logique d'éco-conception, donc il faut absolument que je puisse savoir d'où viennent la majorité de mes impacts et qu'est-ce que je puisse faire derrière pour améliorer ces impacts et par où commencer. Donc là, un travail de traçabilité, d'analyse de cycle de vie, c'est ça qui va être prioritaire pour pouvoir démarrer ces actions-là. Donc ça dépend vraiment de quel est là encore un peu le positionnement de votre marque, quelle est votre vision RSE et qu'est-ce que vous voulez prioriser dans votre travail là. Et c'est ça qui vous donnera un peu les éléments pour pouvoir creuser s'il faut d'abord partir sur telle certification, tel module de traçabilité, tel module d'impact, etc. Alban, le mot de la fin pour nous convaincre. Plutôt pour compléter les arguments qui étaient déjà très bons. C'est en effet aussi de se dire on n'est pas obligé de tout révolutionner dès le début dans son entreprise et donc s'il y a des marques hésitantes sur la certification, c'est de discuter aussi avec nous sur quelle certification, comme je disais, vous correspond
et de commencer peut-être sur une gamme de produits restreinte avant d'élargir et d'avoir des impacts trop importants sur l'organisation de la production ou de l'approvisionnement. C'est de tester, de commencer sur des produits potentiellement plus simples, un produit non saisonnier en 100% coton, c'est peut-être beaucoup plus simple à gérer, à faire certifier en GOTS que des produits qui au bout de 3 mois sont renouvelés et où on a beaucoup de matière, beaucoup de revendications. Donc c'est d'avoir une approche raisonnée de cette certification et de ne pas se lancer dans trop gros et d'avancer, comme disait Pénélope, aussi dans le temps, petit à petit, et de s'améliorer avec ce système-là. Merci beaucoup à tous les 4 pour vos partages, vos retours d'expérience. C'était très intéressant. Merci beaucoup.